Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube Perspective mondiale. Il s'agit d'une chaîne qui traite de géographie, d'histoire ainsi que d'actualité et de culture générale. Vous visionnez ici la première vidéo de cette chaîne, alors n'hésitez pas à nous soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant. Merci et bon visionnage. Le 28 janvier 1986, tous les yeux sont rivés sur le décollage de la navette spatiale Challenger. Le décollage est retranscrit en direct sur toutes les chaînes du pays. Même dans les écoles, des télés ont été installées afin que les élèves puissent assister au décollage. Cette mission, elle est particulière, parce que parmi les 7 membres de l'équipage, une astronaute non professionnelle participe au lancement. Il s'agit d'une enseignante en sciences qui devait donner un cours aux élèves américains à partir de l'espace. 17 ans après le décollage d'Apollo 11 à destination de la Lune, la navette Challenger décolle. Le décollage, qui est normalement le moment le plus risqué, se passe très bien. Mais 58 secondes après le décollage, un panache de fumée fait son apparition. Et à 73 secondes et près de 14 000 mètres d'altitude, la navette explose. Sur Terre, le public comme le personnel de la NASA ne savent pas ce qui se passe. On essaye de communiquer avec les astronautes, en vain. Puis l'épaisse fumée due à l'explosion se disperse, laissant entrevoir l'étendue des dégâts. Et après quelques secondes, quelques instants seulement, le public reçoit la triste nouvelle. Ce terrible accident marquera profondément le peuple américain. Il s'agit des premières pertes humaines américaines dues au lancement d'une navette dans l'espace. C'est un drame. Mais pourquoi cet accident ? Est-il dû à une erreur humaine ou fait-il juste partie des risques à prévoir lorsqu'on envoie un engin dans l'espace ? Les experts arriveront à la conclusion que la navette a explosé à cause des joints thoriques qui n'ont pas résisté aux conditions météorologiques. Et pointer du doigt le fait que l'appareil aurait subi 1800 vérifications de moins que ce qui était nécessaire. Un constat est donc fait, aller dans l'espace coûte cher et la NASA a de moins en moins les moyens et la capacité d'y aller. L'envoi de fusées dans l'espace a donc un coût financier important qui peut s'ajouter malheureusement à un coût humain. On peut donc se poser la question, pourquoi l'homme va dans l'espace ? Sachez que nous n'allons pas uniquement dans l'espace pour assouvir notre désir de conquête de nouveaux territoires. Nous y allons aussi pour réaliser des avancées scientifiques majeures dans les domaines médicaux, environnementaux, ainsi que pour réaliser des avancées technologiques. Aller dans l'espace nous permet également d'en savoir davantage sur le système solaire, connaître la composition des autres astres et potentiellement trouver une autre forme de vie. Nous comprenons donc mieux l'univers. L'exploration de la Lune nous a notamment permis de ramener des échantillons de roches et de constater une ressemblance avec les minéraux terrestres. Les scientifiques ont pu alors établir plusieurs scénarios quant à l'origine de l'astre lunaire. Certaines hypothèses émettent l'idée que la Lune se serait formée à partir de fragments d'une collision entre la Terre, encore primitive, et un astre inconnu, il y a 4,5 milliards d'années. Aujourd'hui, nos fusées nous ont permis d'explorer l'espace, d'observer de plus près les autres planètes, et même d'y extraire directement des échantillons sur leur sol. L'homme, poussé par son instinct explorateur, semble donc n'avoir aucune limite. Une question se pose. Comment sommes-nous parvenus à aller dans l'espace ? Est-ce simplement le résultat d'un mélange de chance et d'ambition ? Ou est-ce l'œuvre d'une évolution technologique sur plusieurs siècles qui nous a permis d'arriver à ça ? L'espace est depuis le début de l'humanité à l'origine de tant de fantasmes, de théories, de mythes et d'espoirs. En fait, le ciel a toujours été l'objet de croyances. Les premiers êtres humains exprimaient déjà ces croyances sur les parois des grottes. Des chercheurs estiment que certaines peintures et gravures représenteraient diverses constellations et événements cosmiques.
Et d'ailleurs, la Lune sera l'un des astres les plus utilisés dans ces croyances. En effet, cette chose circulaire, blanche, qui ressemble à un gros caillou, intrigue. Et donc la Lune sera considérée par de nombreuses civilisations, notamment grecques, hindoues, égyptiennes ou encore incas, comme l'incarnation de la divinité et de la fertilité. Aristote écrivait en -343 avant Jésus-Christ que le croissant représente la gestation, alors que la pleine lune est symbole d'accouchement. Il était alors préconisé pour les jeunes couples de ne pas se marier les jours de pleine lune. Du fait de sa présence régulière dès lors que le soleil se couchait, la lune rythmait donc le quotidien des gens, si bien qu'ils l'utilisaient pour mesurer le temps, ou encore pour concevoir des calendriers. Mais le caractère mystique de la lune perdra petit à petit son aura, au fur et à mesure des avancées scientifiques. Les hommes parviennent à comprendre de plus en plus le ciel, à l'aide de nouveaux instruments qui permettent d'observer l'univers. En 1610, Galilée utilisera la lunette astronomique pour prouver l'héliocentrisme, c'est-à-dire un système composé de plusieurs astres dans lequel le Soleil est au centre et où la Terre tourne autour. Cette théorie est jugée hérétique par l'Église, car de nombreux textes saints s'étaient justement reposés sur la théorie du géocentrisme pour y déterminer l'origine de la création de l'univers. Avec notamment cette phrase « Dieu a créé la Terre au centre de l'univers ». Les scientifiques parviendront ensuite à observer de plus en plus près l'univers. Les connaissances sur les différents astres se préciseront et de nouveaux mythes apparaîtront. Dans la littérature moderne, nous connaissons tous le roman de science-fiction de Jules Verne, De la Terre à la Lune, un récit fictif où l'auteur parvient à faire rêver ses contemporains d'un voyage jusqu'à la Lune. Le cinéma également a utilisé l'espace comme terrain fertile pour de nouveaux récits. On pense tous à la saga de Star Wars ou encore au chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Ces œuvres auront nourri l'imaginaire collectif, mais aussi auront bien souvent anticipé les avancées dans l'étude et l'exploration spatiale. Le seul fait d'arracher un objet de l'attraction terrestre constitue une prouesse technique remarquable. Les premières fusées apparurent au XIIIe siècle en Chine. En effet, les Chinois sont parvenus à faire voler des engins dans le ciel par l'utilisation de la poudre noire, un savant mélange qui possède un caractère fortement explosif. Ces fusées seront utilisées militairement par les Chinois pour contrer les Mongols. Et elles se répandront ensuite à travers le monde entier pour être utilisées notamment par les Arabes, sur les croisés, ou encore au XVe siècle par les armées françaises sur les Anglais. Les fusées disparaîtront ensuite au profit de l'artillerie, qui est plus pratique et plus puissante. Mais elles réapparaîtront durant la Première Guerre mondiale et seront utilisées par l'aviation avant d'être développées pour une utilisation plus généralisée. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés veulent se lancer dans le développement de missiles balistiques intercontinentaux porteurs d'armes nucléaires. Pour cela, ils récupéreront les travaux des Allemands sur les fameux missiles V2. Les V2 sont des missiles balistiques, c'est-à-dire que ce sont des fusées dotées d'une charge explosive. Ils sont propulsés du sol et retombent en cloche lorsque le moteur s'arrête. Ces fusées pouvaient atteindre jusqu'à 30 000 mètres d'altitude et toucher un objectif à une portée maximale de 320 km. Ainsi, les Allemands pouvaient toucher Londres en tirant à partir de leur propre territoire. À l'époque, les V2 constituent donc une véritable prouesse technologique. D'abord utilisés par les Alliés pour des objectifs militaires, les V2, du fait de l'avancée de leur technologie de propulsion et de résistance en haute altitude, constitueront une aide notable dans le développement des lanceurs spatiaux. À partir des années 50, les États-Unis et la Russie seront à l'œuvre de véritables avancées technologiques dans le domaine. D'abord concentrés sur le développement de l'armement longue distance, ils s'intéresseront naturellement à la mise en orbite de satellites. Le 4 octobre 1957, les Russes envoient en orbite le satellite artificiel Sputnik 1. Celui-ci tournera autour de la Terre durant 3 semaines, en émettant son célèbre signal radio. Puis, n'ayant plus de batterie,
il entrera dans l'atmosphère avant de se désintégrer. Face à cet exploit russe, les États-Unis vont vouloir répondre, et c'est le 31 janvier 1958 qu'ils parviendront à envoyer leur premier satellite Explorer 1 dans l'espace. Par ailleurs, la France, qui jouera lors de cet épisode de la conquête spatiale un rôle de second plan, sera toutefois prise au sérieux par les deux puissances hégémoniques. Ses avancées en la matière seront notables, et elle parviendra elle aussi à envoyer le 26 novembre 1965 son premier satellite Astérix, par la fusée Diamant. Après les satellites, les Russes et les Américains voudront passer un palier supplémentaire, en envoyant cette fois-ci un être humain en orbite. Le vol habité représente un réel risque pour celui qui tente le voyage. Les États testeront alors leur technologie sur les animaux. Chiens, singes, rats, insectes, tortues ou encore crapauds seront envoyés dans l'espace et permettront aux scientifiques d'en connaître davantage sur la réaction des organismes vivants lors d'un voyage dans l'espace. Il faut savoir d'ailleurs qu'avant d'envoyer des animaux dans l'espace, les scientifiques n'avaient aucune certitude qu'un être vivant puisse survivre à une telle expédition. Les Russes sont les premiers à envoyer un homme en orbite, le 12 avril 1961, et seront suivis par les Américains le 20 février 1962. Sachez que réussir à atteindre l'orbite terrestre en si peu de temps est un exploit qui permet d'élargir l'horizon des possibilités. Mais les Américains seront conscients d'avoir pris du retard sur les Russes. Ce retard est notamment dû à un manque d'ambition de l'administration américaine qui n'aurait pas suffisamment financé et soutenu les programmes spatiaux. Kennedy, un mois après la réussite russe du premier vol habité dans l'espace, demande alors au Congrès de débloquer les fonds nécessaires afin que les États-Unis puissent se lancer pleinement dans la conquête spatiale. Il déclare que les Américains sont capables d'exploits en la matière, et que, de fait, ils pourront atteindre l'objectif d'aller sur la Lune avant la fin de la décennie. Le 12 septembre 1962, il prononcera cette phrase célèbre « Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore, non pas parce que c'est facile, mais parce que justement c'est difficile. » Le pari sera réussi le 21 juillet 1969. Les Américains, avec la navette spatiale Apollo 11, parviendront à emmener des hommes sur la Lune. Un véritable triomphe américain et une prouesse technologique réalisée en seulement 10 ans. Les États-Unis démontrent aux yeux du monde entier leur supériorité technologique. Et ce qui apparaissait peu avant comme relevant de la science-fiction vient d'être réalisé. L'homme peut voyager sur un autre astre. À partir de 1976, la Lune a été complètement délaissée au profit d'autres astres du système solaire. En effet, dès 1971, l'URSS parvient à poser sur le sol martien la première sonde. Et en 1972, les Américains parviennent à pénétrer dans la ceinture d'astéroïdes et à quitter le système solaire interne. Et ils parviennent également, entre 1974 et 1989, à survoler Jupiter, Saturne, Vénus, Mercure, Uranus et enfin Neptune. Ainsi, nos connaissances du système solaire s'affinent. Désormais, nous avons plus d'informations pour savoir si certaines planètes peuvent être habitables ou non par l'homme. En effet, ces différentes explorations spatiales nous ont permis d'en savoir davantage sur l'univers. Par exemple, nous avons pu étudier Vénus de plus près et constater avec plus de précision qu'il s'agit d'une planète hostile et malveillante pour l'être humain. Les scientifiques ont pu constater la présence de nuages gorgés d'acide sulfurique, avec une atmosphère composée uniquement de dioxyde de carbone. S'agissant de la pression atmosphérique, elle est 90 fois supérieure à celle que nous subissons sur Terre, et la température va jusqu'à 480 degrés Celsius. Et ces avancées dans la conquête spatiale se sont répandues. De plus en plus de pays parviennent à voyager dans l'espace. À ce jour, 11 pays ont été capables d'aller dans l'espace en envoyant en orbite un satellite. Nous y trouvons la Russie, les États-Unis, la France, qui sont les pays pionniers du club spatial, et qui ont été rejoints par le Japon, la Chine, la Grande-Bretagne, l'Inde, Israël, l'Iran, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Parallèlement, les ambitions terriennes se sont élargies. Aujourd'hui, on rêve de coloniser Mars en rendant la Terre martienne habitable
pour y envoyer plusieurs centaines de milliers d'hommes, ou encore de faire des voyages touristiques dans l'espace. D'autres ambitionnent d'extraire et vendre des matériaux provenant de la Lune, ce qui ouvre la porte au commerce de matériaux extraterrestres. L'espace devient donc petit à petit un grand Far West, où le champ des possibles s'étend. Qui peut dire aujourd'hui jusqu'où l'homme peut aller ? L'espace est le dernier territoire à conquérir. Il attire donc forcément toutes les convoitises. Mais les distances interplanétaires, le temps de voyage des sondes et le coût des missions spatiales habitées restent des freins à notre progression. Si bien que certains rêves restent encore aujourd'hui lointains.